Merci à tous et à toutes d'être présents. Je vais passer la parole donc, à Sandrine Monnier, co-secrétaire générale de la FSUS NUPP. Alors bonsoir à toutes et à tous et merci de vous être connectés à ce webinaire organisé par la FSUS NUIPP. Ce webinaire se place dans un contexte assez particulier qui est marqué par la réouverture de l'examen du projet de budget à l'Assemblée nationale après l'échec l'année dernière à faire adopter un budget pour 2026. Il est aussi marqué par l'ouverture prochaine des discussions sur la carte scolaire dans tous les départements. Il nous a donc paru nécessaire de consacrer un temps aux moyens pour l'école, puisque c'est un sujet qui est à la croisée des questions à la fois sur le budget et sur la carte scolaire. La FSUS NUIPP a toujours mis en avant la question des moyens et l'a placée au centre de son projet de transformation pour l'école. Elle revendique un engagement fort pour l'éducation qui passe par des créations de postes. Il ne suffit pas de dire que l'école ne réussit pas à lutter contre les inégalités si on ne lui donne pas les moyens de les résorber. Or, aujourd'hui, le constat est unanime. On manque de postes d'enseignants à peu près partout. Des postes de remplaçants pour assurer la continuité du système éducatif tous les jours dans les écoles, notamment quand les maîtres et les maîtresses sont absents, des maîtres spécialisés dans les réseaux d'aide, des AESH pour accompagner tous les élèves qui en ont besoin, etc., etc. Dans les comparaisons internationales, c'est pas reluisant non plus. La France reste à la traîne. Les classes françaises restent parmi les plus chargées. La France investit moins pour l'éducation que la moyenne des pays de l'OCDE. Et c'est dans ce contexte que 4000 suppressions de postes d'enseignants sont prévues pour la rentrée 2026, et plus particulièrement 1891 suppressions pour les écoles. C'est tout du moins ce qui est inscrit dans le projet de budget actuellement qui est en discussion à l'Assemblée nationale. Pour information, ces suppressions de postes étaient de 470 à la rentrée 2025 et on a vu partout, dans toutes les écoles en France, que ça s'est soldé par beaucoup de fermetures de classes. Alors, pourquoi des suppressions de classes alors qu'on dit finalement qu'on manque de postes pour l'éducation? En fait, ces suppressions de postes d'enseignants sont justifiées tout d'abord par la réduction des dépenses publiques et donc la recherche d'économies coûte que coûte. À noter d'ailleurs que ce n'est pas vrai pour tous les ministères, mais le ministère de l'Éducation nationale n'en est pas exempté. Mais aussi par la baisse du nombre d'élèves. Pour la 4e année consécutive, le ministère renoue avec des discours sur la baisse de la démographie scolaire, en mettant en avant que celle-ci va s'accélérer dans les prochaines années. D'ailleurs, récemment, devant l'Assemblée nationale, le ministre a déclaré que si la baisse du nombre d'enseignants était proportionnelle à la baisse du nombre d'élèves, ce ne serait pas 4000 postes qu'on devrait supprimer à la rentrée 2026, mais plutôt 9000 postes. Et pourtant, force est de constater que le discours n'a pas toujours été celui-ci. À son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron avait mis une priorité sur le premier degré. Cela s'est traduit par des créations de postes à la rentrée 2016 jusqu'à la rentrée 2022, malgré des baisses très importantes du nombre des élèves. De quoi s'interroger. Alors pour nous aider dans cette réflexion, nous avons invité Julien Grenet ce soir. Ancien élève de l'École normale supérieure, titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'École des hautes études en sciences sociales, Julien est chercheur en économie au CNRS, professeur associé à l'École d'économie de Paris et directeur adjoint de l'Institut des politiques publiques. Il est spécialiste de l'économie de l'éducation. Il a publié plusieurs études consacrées aux politiques de choix scolaires et à l'impact des aides financières sur la réussite des étudiants dans l'enseignement supérieur. Et pour toutes ces raisons, il nous a semblé le plus à même de nous apporter un éclairage. Alors Julien, supprimer des postes d'enseignants parce que le nombre d'élèves est en baisse, fatalité ou pas? Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère en tout cas. Oui, oui, ça marche très bien, Julien. Merci beaucoup. Donc effectivement, je vous remercie de me donner la possibilité de présenter un travail qu'on a conduit récemment et que je vais partager sous forme de slide tout de suite euh, sur la question effectivement de l'impact de la baisse démographique, les enjeux de la baisse démographique pour l'école.
Donc c'est un travail en fait qu'on a réalisé en début d'année dernière, qu'on a présenté en juin à l'occasion d'une conférence qu'on organise chaque année à l'Institut des politiques publiques autour des questions budgétaires. Et donc cette étude, c'est une étude parmi quatre, en fait. Il y avait quatre chapitres dans ce volume et elle s'intitule Taille des classes et inégalités territoriales, quelle stratégie face à la baisse démographique? Étude que j'ai réalisée avec Pauline Charousset, Nina Guyon et Youssef Swidi. Donc, peut-être pour dire deux mots de l'étude, donc elle a été publiée dans ce volume. J'ai mis dans ce slide que je pourrais partager après la présentation les liens vers à la fois l'étude et ses annexes, la vidéo de présentation qu'on en avait faite lors de la conférence budget du 30 juin. Il y a un lien aussi vers les données sous-jacentes. Alors, ce n'est pas toutes les données, mais en tout cas, c'est toutes les données qui sont présentées dans les graphiques, les tableaux de l'étude. Et puis aussi un lien vers l'ensemble des études qui ont été présentées lors de cette conférence, puisque je pense qu'il y en a au moins une autre qui est d'intérêt pour les enseignants, c'est la question du calcul des cotisations de retraite qui, en fait, tend à gonfler artificiellement la dépense d'éducation en France en comparaison internationale. J'en dirai deux mots un peu plus tard, mais c'est pas un petit sujet parce que ça fausse complètement les arbitrages quand il s'agit d'estimer le coût des postes ou des économies budgétaires qu'on peut réaliser en réduisant le nombre de postes d'enseignants. Donc c'est quelque chose qui est vraiment crucial dans ce débat budgétaire, et j'en dirai deux mots. Donc pour entrer tout de suite dans le vif de l'étude, le contexte, il a été tout à fait très bien rappelé tout à l'heure, c'est celui d'une baisse démographique très marquée qui a commencé en 2010. Donc cette courbe vous montre l'évolution du nombre annuel de naissances en France. Et donc le pic a été atteint en 2010 avec à peu près 830 000 naissances, avant de s'effondrer de façon assez continue. En 2024, donc c'est les dernières données de l'INSEE qu'on avait à l'époque de l'étude, on était à 660 000 naissances annuelles. Et si on se projette, enfin, si on utilise les projections de l'INSEE pour le futur, et qu'on prend le scénario de fécondité basse, qui est en fait le scénario le plus réaliste étant donné ce qu'on a observé dans les dernières années, eh bien, cette baisse, elle va continuer au moins jusqu'en 2030. Donc, on a ce phénomène très massif qui va évidemment avoir des conséquences dans plein de domaines, mais en particulier dans l'éducation. Et la raison pour laquelle ça va effectivement toucher le système éducatif, c'est que cette baisse démographique, elle va se propager dans le système éducatif par la baisse des effectifs d'élèves qui va être évidemment progressive, d'abord le premier degré, puis le second degré. Donc ici, sur ce graphique, on montre, on recale tout en 2010, le début de la baisse. Donc ça, cette courbe vous montre l'évolution des naissances. Et donc entre 2010 et en se projetant jusqu'en 2031, on a une baisse du nombre de naissances d'environ 28%. Si on évalue l'évolution des effectifs du premier degré, donc préélémentaire et élémentaire, eh bien on voit que donc, sur la partie de la courbe en plein, c'est la partie de la courbe qui correspond à l'observé. Donc on voit que les effectifs du premier degré ont commencé à diminuer à partir de 2015. Et on voit que cette baisse va se prolonger au moins jusqu'en 2034. Et sur cette période 2015-2034, on s'attend à une baisse des effectifs scolaires de 25%, ce qui est absolument considérable. C'est un quart des effectifs scolaires en moins. Cette baisse, évidemment, elle va ensuite se prolonger dans le second degré. Alors là, je ne montre que le collège. La baisse au collège, elle a commencé en 2020. Et puis, on est au tout début de la baisse et elle va s'accélérer et se prolonger au moins jusqu'à la fin des années 2030. Donc, c'est un phénomène qui est là pour longtemps et qu'il va falloir prendre en compte pour évidemment opérer les arbitrages nécessaires et on va pouvoir discuter de ceux qui sont discutés actuellement. Alors, pourquoi c'est un enjeu majeur? Eh bien, en tout cas, du point de vue de l'éducation, ça soulève la question de l'ajustement ou pas de la dépense éducative dans un contexte budgétaire qu'on sait extrêmement contraint. Et finalement, on peut résumer un peu la question autour de cette dichotomie entre est-ce que c'est l'occasion
de faire des économies en réduisant le nombre d'enseignants, puisque c'est le discours qu'on entend aujourd'hui. Le nombre d'élèves baisse, il n'y a pas de raison finalement qu'on n'ajuste pas à la baisse le nombre d'enseignants, ça permettra de faire des économies et on en a besoin. Donc ça, c'est effectivement une approche budgétaire qu'on va dire un peu statique. Le problème de ce raisonnement, c'est qu'il ignore, il fait comme si la baisse des effectifs d'enseignants n'avait pas de conséquences sur les acquis scolaires des élèves, leur destinée, leur insertion sur le marché du travail plus tard. Et on pourrait penser à l'inverse que la baisse démographique représente une occasion finalement unique, une fenêtre d'opportunité pour en fait augmenter la dépense par élève. Le nombre d'élèves va baisser, si on maintient la dépense, ben, on augmente la dépense par élève, c'est-à-dire on augmente l'investissement éducatif par élève en France. Alors la raison pour laquelle cette question de l'investissement éducatif se pose de façon particulièrement importante aujourd'hui, c'est que en fait, en comparaison internationale, la France investit relativement peu dans dans l'enseignement primaire tout particulièrement. Donc, si on fait un certain nombre de comparaisons par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, la dépense par élève, elle est inférieure dans le premier degré à de 19%. Alors, ce n'est pas le chiffre officiel, je vais y revenir dessus. Le chiffre officiel de l'OCDE, c'est 11%, mais une des études qu'on a produites dans ce volume corrige pour justement les biais introduits par le mode de calcul des cotisations de retraite en France par rapport à d'autres pays. Le chiffre plus exact, c'est une dépense inférieure de 19%. Et ça se traduit par un certain nombre de choses très concrètes. D'abord, des classes plus chargées, ça a été rappelé dans l'introduction. Dans le premier degré, en moyenne, en France, on a 22 élèves par classe. Dans les pays de l'OCDE, c'est 19. Et ça nous place parmi les élèves avec le plus, enfin, les mauvais élèves de la classe, donc les pays de l'OCDE avec le nombre d'élèves le plus élevé. Autre traduction de ce sous-investissement dans l'école élémentaire, c'est évidemment la question des salaires. Le salaire moyen des enseignants du primaire après 15 ans d'exercice, d'après les chiffres de l'OCDE, est inférieur de 17% à la moyenne OCDE. Donc ça, c'est un certain nombre de traductions de cette baisse, de cet investissement relativement faible. Donc ces deux petits graphiques illustrent ça. Donc à gauche, ce qui est représenté, c'est la dépense d'éducation en France en pourcentage du PIB, donc l'ensemble de la dépense d'éducation, principalement publique évidemment, mais aussi une part privée de la dépense d'éducation. La France, d'après les chiffres de l'OCDE, c'est la barre en bleu foncé, se situe à 5,4% du PIB. La moyenne OCDE, c'est 4,9%, mais ça, c'est le chiffre brut. Sauf qu'il a tendance à être artificiellement surévalué du fait de la prise en compte des cotisations de retraite. Donc, quand on calcule le coût de la dépense, de la dépense éducative en France, en fait, on prend en compte comme cotisation retraite le taux officiel dit du CAS pension. Donc, c'est le taux officiel qui est appliqué aux fonctionnaires d'État, qui est aujourd'hui de 82,28%, qui est un taux absolument stratosphérique quand on compare, par exemple, au taux de cotisation retraite dans le privé. Et ce taux de cotisation retraite, il ne représente absolument pas le coût des retraites futures des enseignants. En fait, c'est un taux d'équilibre qui vise à compenser le fait que le régime des fonctionnaires d'État, il est en fort déséquilibre du fait de la diminution du nombre de fonctionnaires d'État au cours des dernières décennies, et en particulier à la privatisation d'un certain nombre de services publics, la Poste, France Télécom, l'augmentation du nombre de contractuels, qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près un cotisant pour un retraité de la fonction publique d'État, alors que dans le régime général, c'est plutôt 2 cotisants pour un retraité. Et ce déséquilibre démographique, il se traduit par ces taux qui devraient être pris en charge par l'ensemble de la nation, mais qui sont, dans la norme comptable française, affectés aux différents postes ministériels. Et quand on fait cette correction, c'est-à-dire quand on calcule le vrai taux de cotisation retraite qui correspondrait au coût futur des retraites des fonctionnaires d'État, il est plutôt de 35%, pas de 80%. Et ça a des conséquences importantes parce que ça conduit à réévaluer à la baisse la dépense d'éducation en France. Ça diminue d'environ 10% la dépense par rapport aux chiffres officiels. Et en comparaison internationale, ça nous ramène plutôt à 5% du PIB, qui est la barre bleue claire après correction pour le CAS pension. Tout ça pour dire que d'abord, il faut bien avoir conscience de ce qui est réellement investi dans l'éducation en France. Ce n'est pas autant que ce qu'on pourrait croire à partir des chiffres bruts de l'OCDE. Et puis par ailleurs, en fait, la France
investit vraiment beaucoup moins que les autres dans le premier degré. Même d'après les chiffres avant correction de l'OCDE, la France, elle est à une dépense par élève, donc dans le graphique de droite, inférieure de 11% à la moyenne OCDE, en violet ici. Après correction pour ces cotisations retraite qui sont artificiellement élevées, on est à 19% de moins et on voit que là, parmi l'ensemble des pays de l'OCDE, on se situe parmi ceux qui dépensent le moins par élève. Avec, encore une fois, je le répète, des traductions concrètes, des classes plus chargées et puis des salaires des enseignants plus faibles que dans la moyenne OCDE. Alors, si on en vient à la question de la taille des classes, c'est une des manifestations de cette dépense éducative plus faible. Oui, les classes françaises sont plus chargées aussi bien dans le primaire qu'au collège. Ici, c'est les chiffres CDE. On est à peu près 2 élèves de plus par classe aujourd'hui dans le primaire. On est à presque 5 élèves de plus par classe au collège. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une correction qui s'est produite avec la mise en place des dédoublements de classe en REP, REP+, et donc CP, CE1, et puis ensuite grande section. Malgré cette politique de dédoublement des classes, on reste quand même aujourd'hui avec des classes plus chargées. Donc ça n'a pas fait converger, ça n'a pas euh, rapproché la France de la moyenne Union européenne. Là, j'ai pris Union européenne, donc les 17 pays pour lesquels on a ces chiffres, on reste plus élevé. Alors, la raison pour laquelle on a une fenêtre d'opportunité intéressante aujourd'hui, c'est que, en règle générale, c'est difficile d'augmenter la dépense par élève ou de réduire la taille des classes. Par exemple, en période de croissance démographique, ça crée des tensions sur le recrutement des enseignants, et donc c'est très difficile en fait d'y parvenir. Là, il y a finalement une occasion assez unique, c'est le nombre d'élèves baisse, donc ça ne veut pas dire forcément qu'il faut augmenter le nombre d'enseignants, mais au moins pas forcément le diminuer d'autant. Donc ne pas diminuer le nombre d'enseignants à proportion de la réduction du nombre d'élèves permettrait d'augmenter la dépense par élève à travers, par exemple, des tailles de classe moins élevées. Et donc, c'est finalement une fenêtre qui se présente aujourd'hui et qui mériterait quand même un débat démocratique sur comment on alloue ces ressources libérées par la baisse démographique et en particulier à quel point on souhaite augmenter la dépense par élève. Alors, il y a un aspect important de cette question qui est peut-être pas suffisamment mis en avant dans le débat public non plus, c'est qu'au-delà de la question de l'ampleur de la baisse des effectifs d'enseignants ou de leur maintien, il y a la question de la répartition sur le territoire des effectifs d'enseignants. Et le risque qui se profile à l'horizon, c'est que la baisse démographique n'est pas du tout homogène sur le territoire. Il y a des territoires qui perdent énormément d'élèves et d'autres moins. Par exemple, Paris, la Meurthe-et-Moselle, le territoire de Belfort sont des départements où la baisse démographique projetée sur les 10 prochaines années, c'est plus de 30% d'élèves en moins dans le premier degré. Il y a d'autres départements, la Creuse, la Lozère, Haute-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, par exemple, là, la baisse projetée est beaucoup plus faible, de l'ordre, inférieure à 10%. Ce qui veut dire que si on adopte une attitude passive face à la baisse démographique, en fait, on se risque de se retrouver avec des tailles de classe à géométrie variable sur le territoire s'il n'y a pas des ajustements, une réallocation des moyens humains, ou en tout cas une planification des besoins très clairs qui correspondent à une cible de taille de classe, par exemple. Si on ne fait pas ça, on risque de renforcer les déséquilibres qui existent déjà, et j'y reviendrai, entre les territoires en matière de taux d'encadrement. Donc l'objectif de l'étude, c'était vraiment d'éclairer ce débat à partir de données détaillées qu'on a pu obtenir dans le cadre d'une convention avec le service statistique du ministère de l'Éducation nationale, donc la DEP, à partir duquel on a pu faire des projections à 10 ans des effectifs scolaires et de façon très fine sur le territoire. Donc les données qu'on a mobilisées, il y a 2 types de données. Donc des données qui sont disponibles en open data, qu'on peut trouver très facilement. C'est les données agrégées au niveau départemental ou national, qui portent à la fois sur le nombre donné sur les naissances réalisées et projetées, donc les données de l'INSEE. Et puis, il y a aussi des données au niveau départemental sur les effectifs d'élèves et d'enseignants qui sont publiées par l'ADEP. Mais ça ne suffit pas pour faire cet exercice, il faut aller plus loin. Et pour ça, on a pu obtenir, dans le cadre d'une convention avec l'ADEP, les données détaillées sur les effectifs du premier degré par école et par niveau. Donc, c'est la base archipel. Et puis, le recensement des enseignants du premier degré, donc le panel BSA,
dont dispose l'ADEPE, qui permet d'avoir vraiment une mesure très fine du nombre d'enseignants par école, leurs caractéristiques, et de pouvoir ainsi faire des projections à long terme. Donc, ma présentation s'articulera autour de 3 temps. D'abord, faire un point, un état des lieux de la taille des classes dans le premier degré aujourd'hui, parce que, comme je l'ai montré en introduction, la baisse démographique dans le premier degré, elle s'est enclenchée en 2015. Donc, on a déjà un peu de recul pour voir comment elle a été gérée, cette baisse, quelles conséquences ça a eu. Et puis ensuite, on se projettera dans les années, dans la décennie qui vient. Et je commencerai par évoquer la question de cet arbitrage entre réduction du nombre d'enseignants ou diminution de la taille des classes. Quels sont un peu les termes de l'arbitrage? En tout cas, d'un point de vue économique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et je finirai par un point sur eh bien, la question des inégalités territoriales en matière de taux d'encadrement et finalement quelles stratégies sont envisageables pour essayer de corriger ces disparités, éviter que la baisse démographique ne vienne renforcer les inégalités de taux d'encadrement. Donc, pour commencer, un petit état des lieux sur l'évolution de la taille des classes depuis l'amorce de la baisse démographique. Donc, c'est la partie en rose ici sur ce graphique. Donc, depuis 2015, les effectifs du premier degré, ils ont diminué de 8%. Ça s'est déjà produit et on peut essayer de voir comment ça a affecté finalement le système. Alors, si on s'intéresse à l'évolution de la taille des classes, il faut bien distinguer selon les différents secteurs et les types d'écoles. Dans l'éducation prioritaire, il y a une très forte baisse de la taille des classes, évidemment, qui n'est pas directement liée à la baisse démographique, mais avant tout à cette politique de dédoublement des classes, d'abord en CP, puis en CE1 et en grande section, qui a fait diminuer le nombre d'élèves par classe de 23 en moyenne à 17,3 en éducation prioritaire quand on prend l'ensemble des niveaux, donc de la petite section au CM2. Donc ça, c'est une politique volontariste qui a été mise en place. Ici, pour information, donc dans l'enseignement privé, la taille des classes est nettement plus élevée, en autour de 25. Elle n'a guère bougé, elle diminue un petit peu, mais c'est très très léger. Donc ça, c'est une très grande stabilité. Et puis, si on s'intéresse aux gros morceaux, c'est-à-dire le public hors éducation prioritaire, là, eh bien, on voit assez clairement une baisse, mais assez progressive. Donc, on est passé d'environ 24 élèves par classe à 22, donc hors éducation prioritaire, donc hors dédoublement, hors politique de dédoublement. Donc, ça résulte à la fois du fait que le nombre d'enseignants n'a pas été réduit proportionnellement à la diminution du nombre d'élèves. Donc, très clairement, sur les 10 dernières années, on n'a pas ajusté le nombre d'enseignants de façon proportionnelle. C'est très clair. Et puis aussi une politique de mise en place d'un plafond à 24 élèves par classe, je crois, en CP à partir de 2020. On voit un petit peu le décrochage ici en 2020. Ça, c'est vraiment la mise en place de ce plafonnement du nombre d'élèves à 24. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on voit à l'échelle nationale. Maintenant, si on s'intéresse à la manière dont ces évolutions se sont déclinées au niveau des différents départements, donc sur ce graphique, on représente l'évolution des effectifs du premier degré par département. Donc ça, c'est l'axe des abscisses. Et l'axe des ordonnées, c'est l'évolution de la taille des classes. Donc exemple ici, la Moselle, ses effectifs du premier degré entre 2015 et 2024, au cours des 10 dernières années, ont diminué de 7%. Et en même temps, la taille des classes, elle a baissé de 4%. D'une manière générale, ce qu'on voit assez clairement, c'est que la baisse démographique, l'évolution de la taille des classes, elle a été assez fortement influencée par la baisse démographique sur le territoire. C'est-à-dire que les territoires qui ont perdu le plus d'élèves sont aussi ceux où la taille des classes a baissé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'ajustement dans chaque département, disant on va supprimer des postes d'enseignants là où ça baisse plus. Globalement, il y a une relation très claire entre baisse démographique et taille des classes. Mais cette baisse, elle s'est faite de façon un peu aveugle, puisqu'on se retrouve avec des situations qui peuvent un peu poser problème. Exemple ici. Si on compare Paris et la Seine-Saint-Denis, donc Paris a perdu au cours des 10 dernières années 22% des effectifs du premier degré, et sa taille des classes, ça fait partie des départements où elle a le plus baissé. La taille des classes a baissé de 13% à Paris. À l'inverse, en Seine-Saint-Denis, les effectifs au cours des 10 dernières années, ils ont augmenté de 5%, et la taille des classes, elle n'a baissé que de 5%. Donc on se retrouve avec des situations finalement assez disparates sur le territoire, assez décorrélées finalement des caractéristiques sociodémographiques des différents départements, avec des départements plutôt favorisés, Paris,
qui se retrouvent avec voilà, une forte baisse de la taille des classes, alors que d'autres, plus défavorisés, comme la Seine-Saint-Denis, la taille des classes n'a pas trop baissé en dehors de l'éducation prioritaire. Donc, ça suggère que finalement, cette baisse démographique, elle a été gérée de façon assez passive au cours de la dernière décennie. On ne voit pas vraiment un plan d'ensemble ici se dessiner. On voit que la taille des classes, elle a baissé plus là où il y avait moins d'élèves, mais il n'y a pas eu évidemment de péréquation. Alors maintenant, si on compare la taille des classes, la taille moyenne des classes selon les départements, on voit qu'on a des situations assez contrastées. Donc sur la carte de gauche, on représente la taille des classes moyennes en éducation prioritaire. Donc, globalement, ça fluctue un peu. Il y a des départements où, dans l'éducation prioritaire, la taille des classes est un peu plus élevée, mais globalement, ça reste contenu quand même, globalement, dans la zone 15 à 19 élèves par classe en moyenne dans ces écoles. En revanche, hors éducation prioritaire, on voit des contrastes beaucoup plus marqués. C'est la carte de droite, avec en gros les départements les plus urbains qui ont tendance à avoir des classes beaucoup plus chargées, parfois plus de 25 élèves par classe, notamment sur le pourtour méditerranéen, en Île-de-France hors Paris, avec ces situations, par exemple, un peu aberrantes où, à Paris, on a à peu près 2 élèves de moins par classe dans le premier degré hors éducation prioritaire qu'en Seine-Saint-Denis. Alors que l'IPS à Paris, c'est 127 en moyenne, en Seine-Saint-Denis, c'est 102. Donc, on voit ces contrastes assez forts qui existent. Alors, je passe vite sur le privé, mais dans le privé, globalement, la taille des classes est plus élevée partout, mais on retrouve ces mêmes contrastes, c'est-à-dire que le privé, dans les zones plus urbaines, a des classes plus chargées. Alors, j'en viens maintenant au deuxième temps de ma présentation, qui est la question de l'arbitrage, enfin les termes de l'arbitrage entre la réduction du nombre d'enseignants et la diminution de la taille des classes. Finalement, comment est-ce qu'on peut réfléchir au terme de cette équation qui finalement est là devant nous pour assez longtemps. Donc, pour cet exercice, évidemment, là, on est dans la projection dans les 10 prochaines années. Voilà, on s'attend à une baisse jusqu'en 2034 des effectifs du premier degré de 19%. Et donc, face à cette baisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il vaut mieux réduire de 19% le nombre d'enseignants ou bien maintenir les effectifs pour faire baisser la taille des classes? Comment est-ce qu'on peut un peu réfléchir au terme de ce débat? Alors, pour ça, on a essayé de présenter les choses en représentant 2 scénarios extrêmes entre lesquels, évidemment, il existe une multitude de variantes. Les 2 scénarios extrêmes qu'on a simulés, c'est un scénario de diminution du nombre d'enseignants à proportion du nombre d'élèves pour maintenir la taille des classes à son niveau de 2024. C'est-à-dire, voilà, ça c'est l'économie budgétaire maximale. D'une certaine manière, on dit, on baisse le nombre d'enseignants autant que le nombre d'élèves de manière à maintenir parfaitement constante la taille des classes partout. Voilà, on ne bouge pas par rapport à la situation actuelle. Le scénario 2, c'est à l'inverse de dire, on maintient le nombre d'enseignants exactement à son niveau de 2024 pour les 10 prochaines années, de manière à réduire la taille des classes mécaniquement, parce qu'il y aura 24% d'élèves en moins, donc ça va faire baisser la taille des classes. Et comment on peut comparer, alors quels sont les ordres de grandeur, à la fois en termes d'économie budgétaire et puis en termes de taille des classes, et comment réfléchir à ces scénarios. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il y a que ces 2 scénarios, il y en a plein intermédiaires, et notamment on peut imaginer un scénario, on dit on profite de la baisse démographique pour... on ne diminue pas le nombre d'enseignants autant que le nombre d'élèves, et une partie des ressources qu'on peut récupérer ainsi, alors soit on investit dans la diminution de la taille des classes, on peut l'investir dans d'autres postes, la revalorisation des salaires par exemple, ou des dispositifs éducatifs particuliers. Donc il y a vraiment il y a tout un éventail ici, c'est pour illustrer un peu les cas polaires. Donc le scénario 1, c'est un peu celui qui est mis beaucoup en avant dans les discussions budgétaires, c'est si on diminue le nombre d'enseignants, on va faire des économies budgétaires à court et long terme, et puis ça va permettre de combler en partie le déficit public. Mais ce qui est un peu, disons, c'est un raisonnement un peu à courte vue, puisqu'il ignore le fait que si on diminue le nombre d'enseignants, si on maintient la taille des classes, on se prive de la possibilité d'améliorer les conditions d'enseignement, et notamment des bénéfices associés à des classes moins chargées. Or, et j'y reviendrai, c'est quelque chose qui est quand même vraiment bien documenté dans la littérature, que des classes moins chargées, c'est des bénéfices du point de vue des acquis scolaires des élèves, non seulement à court terme du point de vue des résultats
de leurs compétences scolaires telles qu'on peut les mesurer dans les évaluations, mais à beaucoup plus long terme, on a un nombre de travaux assez important aujourd'hui aux États-Unis, en Suède, qui documentent les effets de taille des classes sur le très long terme, du point de vue de taux d'emploi, de taux d'accès à l'enseignement supérieur, mais aussi des salaires. Et des salaires plus élevés, ça veut dire évidemment des bénéfices monétaires pour les élèves quand ils seront adultes, mais ça veut aussi dire des recettes fiscales plus élevées pour la puissance publique. D'une certaine manière, une partie du coût payé à court terme en disant je maintiens des enseignants, ça me coûte un peu cher, mais plus tard, ces élèves qui auront eu des conditions d'apprentissage meilleures, eh bien, ils seront mieux insérés sur le marché du travail, ils gagneront des salaires plus élevés, ça fera des recettes fiscales plus élevées qui viendront payer en partie la politique initiale. C'est toute la logique finalement qui est très largement ignorée dans le débat, je trouve, d'un raisonnement dynamique, c'est-à-dire on ne raisonne pas à court terme, et dans l'éducation, c'est vraiment assez catastrophique de raisonner de cette manière, sinon on n'investirait jamais dans l'éducation, puisque le retour sur investissement, entre guillemets, il se fait dans le très long terme. Et puis, ça, évidemment, ça ignore d'autres bénéfices annexes. Donc, il y a évidemment des bénéfices pour les enseignants, du point de vue des conditions de travail. Et puis, on peut aussi imaginer, et c'est très bien documenté dans la littérature, que des acquis scolaires plus importants, ça génère ce qu'on appelle des externalités sociales positives. Ça veut dire des conditions, enfin, du point de vue de la santé des individus, une amélioration, moins de risques de délinquance, etc. Donc, autant de dimensions qui se traduisent aussi d'un point de vue budgétaire par des coûts moins élevés pour la puissance publique. Donc ce petit graphique, il donne vraiment un résumé de la littérature sur la question des effets de la taille des classes. Donc ce qui est représenté ici, c'est l'estimation de l'impact d'un élève en moins par classe sur les résultats scolaires des autres élèves. Donc ici, l'unité qui est retenue, c'est pour pouvoir faire des comparaisons entre études, c'est l'écart type. Donc ça veut dire que on essaie de remettre les évaluations sur une échelle comparable. Et puis, les évaluations disponibles, alors en bleu, c'est celles qui ont été conduites en France. On a énormément d'études internationales sur la question. D'une manière générale, elles convergent très largement pour dire que la taille des classes a un impact significatif sur les résultats des élèves, de la maternelle jusqu'à au moins le CE2. Après, on a moins d'études, donc c'est plus incertain. En tout cas, de la maternelle au CE2, les études convergent pour dire qu'un élève en moins par classe, c'est à peu près 1,5% à 2,5% d'un écart type. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on dédouble une classe, on passe de 24 à 12, ça veut dire une amélioration des résultats des élèves de 20 à 30% d'un écart type, ce qui correspondrait, si on plaçait tous les élèves sur une échelle de 1 à 10, avec 10% des élèves dans chaque case, ça améliore à peu près les résultats de 1, par exemple, un élève qui est à 5 sur 10, il passe à 4 ou à 3. Donc, c'est un rang sur 10, à peu près 1 à 2 rangs sur 10. Ce qui est un effet assez conséquent dans la littérature sur l'impact des dispositifs éducatifs sur la réussite des élèves. Puis au-delà de ces travaux sur les résultats à court terme, il y a aussi des travaux sur les salaires, sur le taux d'emploi, l'accès à l'enseignement supérieur, qui montrent aussi des effets à long terme de la taille des classes. C'est aussi quelque chose qui a été confirmé en France par l'évaluation des dédoublements de CP en RED+, donc l'évaluation initiale qui a été conduite par l'ADEPE, qui trouve des effets alors peut-être un peu plus faibles. C'est ceux qui sont ici marqués avec DEP, un peu plus faibles que ce qu'on a en général dans la littérature, mais néanmoins dans le même type d'intervalle, autour de 1,5% d'un écart type. Alors, si on veut mettre tout ça ensemble, c'est quoi l'intérêt d'une politique éducative? Est-ce que si on veut l'évaluer avec d'un point de vue monétaire, parce qu'on est dans un débat budgétaire, on essaie de mettre des euros avec des euros. L'indice qui est retenu, en tout cas en économie, pour essayer de faire ce calcul, c'est de rapporter les bénéfices sociaux d'une politique à son coût pour les finances publiques, mais son coût net. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que le coût d'une politique éducative, ce n'est pas le coût immédiat qu'on paye. Par exemple, si on dédouble des classes, ce n'est pas le coût des enseignants qu'il va falloir embaucher pour dédoubler les classes. Il faut déduire de ce coût les recettes futures, les recettes fiscales futures ou les dépenses sociales en moins qu'il y aura à consacrer du fait de l'amélioration des acquis scolaires et du coup des salaires et des impôts que paieront les enfants devenus adultes. Et ça, c'est vraiment une étape clé. Enfin, quand on raisonne en termes d'investissement social, il faut penser au retour fiscal de politique sociale. Donc ces trois termes, c'est un peu ce que je vais essayer de décrire ensuite pour essayer de décrire cet arbitrage et de la manière dont on peut l'informer par les évaluations d'impact dont on dispose en économie de l'éducation notamment. Donc,
Prenons le scénario 1 qui est celui de la diminution du nombre d'enseignants pour maintenir la constante la taille des classes. Donc aujourd'hui, dans la base qu'on avait, on avait à peu près 290 000 enseignants du premier degré, c'était relativement stable. Si l'objectif c'est juste de maintenir la taille des classes à son niveau actuel, on pourrait diminuer le nombre d'enseignants pour arriver à peu près à 232 000 à l'horizon 2034. Ce qui contraste avec l'autre scénario qui est de dire non, on maintient le nombre d'enseignants à son niveau actuel, à peu près là 286 000 dans la base en ETP. Et donc, qu'est-ce que ça permettrait donc le scénario 1 par rapport au scénario 2, évidemment, il permet une économie budgétaire. Alors, c'est quoi cette économie budgétaire et c'est quoi les ordres de grandeur? Dans le premier degré, si on se place juste en un an après, au bout d'un an, ça permet, donc par exemple, là, on s'était placé en 2024 à l'époque de l'étude, donc en 2025, appliquer le scénario 1 plutôt que le scénario 2, ça permet d'économiser, entre guillemets, 7200 postes d'enseignants du premier degré, réalisant une économie budgétaire annuelle de 400 millions d'euros. Donc ça, c'est ce qu'on a à court terme. Maintenant, si on se place en 2034, si on applique le scénario 1 chaque année, et qu'on se place maintenant en 2034, le nombre de postes d'enseignants qui pourraient être économisés, c'est 53 000 pour une économie budgétaire de 3,4 milliards d'euros. Donc ça, c'est entre guillemets la manne qui peut être espérée en appliquant strictement cette politique de on réduit le nombre d'enseignants à proportion de la baisse du nombre d'élèves, ça va être 3,4 milliards d'euros uniquement dans le premier degré. Ici, on ne regarde pas le second degré. Mais évidemment, ça, c'est un coût économique. Ça, c'est l'économie budgétaire, mais il y a un coût économique. Et cette fois, il faut le prendre de l'autre côté, du point de vue de la taille des classes. Donc, on voit la taille des classes, elle a un petit peu diminué depuis 2020. On était à 22,4 là, dans les données archipel. Si on applique le scénario 2, c'était le scénario 1, pardon, ce qui est le scénario où on diminue le nombre d'enseignants pour maintenir la taille des classes, bon, mécaniquement, on maintiendrait cette taille des classes à 22,4 pendant 10 ans. Mais si on maintient le nombre d'enseignants à son niveau actuel, eh bien, on pourrait réduire la taille des classes jusqu'à 18,2 à peu près en 2034, ce qui nous placerait grosso modo dans la moyenne des pays de l'Union européenne, un peu en dessous ici, la moyenne c'est plutôt 19. Mais voilà ce qu'on pourrait atteindre, c'est-à-dire à peu près 4 élèves de moins par classe en maintenant le nombre d'enseignants. Alors, ce serait quoi les bénéfices sociaux de cette politique-là? Eh bien, d'un côté, si on fait le calcul, donc connaissons les effets de la taille des classes sur les résultats des élèves et le lien entre résultats des élèves et salaire futur, je vous épargne les calculs, ils sont bien détaillés dans l'étude. On arrive si on se place en 2034, à un impact sur les salaires futurs de 4,5 milliards à peu près d'euros. C'est-à-dire ne pas profiter de la baisse démographique pour baisser la taille des classes a un coût futur de 4,5 milliards d'euros en valeur actualisée. Et c'est des recettes fiscales en moins aussi d'environ 2,9 milliards d'euros. Donc on voit des sommes assez conséquentes. Et si on veut remettre tout ça ensemble, qu'est-ce que ça nous dit de ce peut-être arbitrage économique? Bon, ce qu'on pourrait obtenir en 2034, c'est une économie annuelle de 3,4 milliards d'euros. Ça, c'est l'économie budgétaire. C'est, j'ai envie de dire, la seule chose qu'il y a dans le débat aujourd'hui. 3,4 milliards d'euros d'économie. Mais ça se traduirait par des pertes fiscales futures de l'ordre de 2,9 milliards. Ce qui veut dire que la vraie économie, si on se place dans le long terme, la vraie économie, c'est plutôt 500 millions d'euros. C'est beaucoup plus faible. Et en contrepartie de cette économie budgétaire, eh bien, il y a une perte économique, les salaires futurs qui ne seront pas améliorés du fait de ces tailles de classe maintenues constantes, de l'ordre de 4,5 milliards d'euros. Et si on rapporte ces deux montants, eh bien, ça nous dit que 1 euro net économisé en réduisant le nombre d'enseignants, ça se traduit à long terme par une perte économique de 9 euros. Donc, ce qui plaide plutôt en faveur d'une réduction de la taille des classes, parce que ça nous dit que c'est un investissement très rentable sur le long terme et que cette économie budgétaire qu'on veut faire à court terme, elle se paye lourdement dans le long terme, dans un ratio de 1 à 9. Donc, ce calcul est par ailleurs réalisé sous des hypothèses assez prudentes, nous indique qu'on est plutôt quand même sur un scénario... le scénario de baisse de la taille des classes est quand même celui qui paraît à privilégier. J'en viens au troisième temps de ma présentation qui porte sur la question des disparités territoriales et les conséquences de la baisse démographique sur ces disparités. Pour illustrer ça, on peut
placé dans les différents scénarios que j'avais décrits. Alors, le scénario 1 qui était de dire que on diminue le nombre d'enseignants pour juste maintenir la taille des classes constante. Donc ça, c'est vraiment la réduction la plus drastique du nombre d'enseignants qu'on peut attendre. Ça signifierait quoi dans les différents départements? La carte de gauche montre l'évolution attendue du nombre d'élèves sur les 10 prochaines années. Donc on voit que ce n'est pas du tout homogène sur le territoire. Des départements comme Paris, la Meurthe-et-Moselle, par exemple, les Vosges, la Moselle, sont des territoires qui vont perdre plus de 30% d'élèves. Et si on veut maintenir la taille des classes à son niveau actuel, bah, ça veut dire que voilà, la carte de droite montre l'évolution du nombre d'enseignants, enfin les réductions du nombre d'enseignants qu'il faudrait pour maintenir juste la taille des classes. Donc ça veut dire des réductions drastiques du nombre d'enseignants dans l'Est de la France, à Paris, et puis globalement dans tous les territoires qui vont perdre beaucoup d'élèves. Et le résultat de tout ça, bah, c'est que ça maintiendrait la taille des classes. Donc, c'est ce que je représente ici. Les deux cartes, celle de gauche et celle de droite, montrent bah, la taille des classes aujourd'hui et la taille des classes dans 10 ans si on applique cette politique. Ici, la politique est faite, elle a été calibrée de manière à ce qu'on ne bouge pas la taille des classes. Donc, les deux cartes sont strictement identiques. Voilà ce à quoi on aboutirait, c'est-à-dire une taille des classes toujours aussi élevée qu'aujourd'hui et avec les mêmes écarts. Maintenant, si on se place dans le scénario 2, c'est celui où on maintient le nombre d'enseignants à son niveau actuel, on ne touche pas. Et là, on va le décliner de la manière suivante. On suppose qu'on ne touche pas au nombre d'enseignants dans chaque département. C'est-à-dire vraiment, les postes sont maintenus à leur niveau actuel partout sur le territoire. Là, bon, on peut obtenir effectivement des baisses de taille de classe assez sensibles. Donc, c'est la carte de droite par rapport à la taille de gauche. Donc, on voit que la taille des classes serait beaucoup plus faible. Ça, c'est l'aspect positif. L'aspect moins positif de cette politique, c'est que s'il s'agit juste de maintenir les effectifs enseignants partout sur le territoire à leur niveau actuel, on va se retrouver avec une taille des classes à géométrie variable. Alors, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais ce sera encore pire, avec des territoires qui auront, par exemple, si on maintient la taille des classes à son niveau actuel, Paris se retrouve avec 13 élèves par classe et d'autres départements avec 21. Ce n'est pas quelque chose de forcément très équitable. Et si on va aller un peu plus loin ici, on compare la taille des classes projetées dans un scénario où on maintient le nombre d'enseignants à son niveau actuel dans chaque département, la taille des classes projetées en 2034 en fonction du niveau social, on va dire de l'IPS, l'indice de position sociale des écoles de chaque département. Qu'est-ce qu'on observe? On observe, bon, il y a une relation légèrement croissante, ce qui veut dire que les départements les plus défavorisés bénéficieraient un peu plus de cette baisse démographique, c'est-à-dire que si on, voilà, la baisse en moyenne, les effectifs scolaires baissent un peu plus dans les départements plus défavorisés, ce qui veut dire que si on maintient le nombre d'enseignants, ça va faire baisser plus la taille des classes. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Ça veut dire que des départements comme les Ardennes, très défavorisés, se retrouvent avec des tailles de classe plus faibles. Mais on voit qu'au-delà de cette tendance générale qui n'est pas non plus très marquée, on a des écarts très problématiques. Et illustré ici par le cas, par exemple, de Paris, qui est le département le plus favorisé de France et qui se retrouve avec une taille des classes extrêmement faible, inférieure à 15 élèves par classe. À l'inverse, un département comme la Seine-et-Marne, qui est plutôt moyen, se retrouverait avec 21 élèves de plus par classe. Les Hauts-de-Seine auraient des tailles de classe plus faibles que la Seine-et-Marne, bien qu'étant beaucoup plus favorisée. Donc on voit qu'il y a quand même des disparités très fortes ici qu'on souhaiterait quand même corriger. Et c'est un scénario qu'on fournit dans l'étude, c'est de dire, bah, imaginons, voilà, c'est un scénario parmi d'autres, mais à quoi ressemblerait une politique de gestion de la baisse démographique qui viserait aussi à réduire les disparités territoriales? Essayer de projeter les besoins en enseignants qui permettraient de réduire les écarts de taux d'encadrement entre départements. Et le scénario qu'on simule ici, c'est un scénario, on dirait, par exemple, supposons qu'on fixe une taille de classe de 12 élèves par classe de la petite section au CM2 pour toutes les écoles de l'éducation prioritaire. Donc ça irait au-delà de la politique actuelle, c'est-à-dire qu'on étendrait les dédoublements qui sont aujourd'hui de la grande section au CE1, on irait jusqu'au CM2 et on commencerait en petite section. Et dans les autres départements, dans l'éducation, dans les écoles hors éducation prioritaire, on aurait une taille des classes plus faible qu'aujourd'hui, mais qui dépendrait du niveau plus ou moins favorisé des départements, les départements les plus favorisés avec des tailles de classe un peu plus élevées, les départements les plus défavorisés avec une taille de classe plus faible.
allant de 17 à 22 élèves par classe. C'est un scénario, tout ça est ajustable, mais c'est pour illustrer un peu ce que ça peut donner en termes de planification. Euh, et ici, la taille de classe maximale de 22, elle est fixée de manière à ce qu'aucun département ne se retrouve avec une taille de classe plus élevée qu'aujourd'hui en moyenne. C'est vraiment, tout le monde se retrouve plus bas, mais ça bénéficie quand même plus aux départements les plus défavorisés. Qu'est-ce que ça impliquerait en termes de taille des classes? Si on fait ça, bon, bah, la taille de classe sur la carte de droite, elle est beaucoup plus homogène et donc on évite les disparités territoriales les plus marquées, celles qu'on avait vues précédemment. Mais en termes de besoins en enseignants, ça a des implications assez importantes. C'est-à-dire que il ne suffit pas de simplement maintenir le nombre d'enseignants pour ce que j'ai expliqué. Maintenir juste le nombre d'enseignants, ça va faire baisser certes la taille des classes au niveau national, mais de façon extrêmement inégale sur le territoire. Si on veut que tout le monde profite de cette baisse démographique en termes de taux d'encadrement, ça suppose quand même une réallocation des effectifs. Et certains départements devraient, dans ce scénario, voir le nombre d'enseignants baisser, d'autres augmenter. Et là, par exemple, on voit que les besoins d'enseignants en 2034 par rapport à 2024 seraient, enfin, il y aurait besoin de plus d'enseignants en Île-de-France, hors Paris, euh, en région PACA, par exemple, à Gironde, et à l'inverse, il y a des départements dans le nord-est, notamment de la France, ou ici dans le centre, qui ont moins besoin d'enseignants, plutôt une réduction des effectifs de manière à répartir les bénéfices de la baisse démographique de façon plus homogène. Et là où un des points importants qu'on essaie de mettre en avant dans l'étude, c'est que euh, pour répartir, pour réallouer les postes, ça ne se fait pas en déplaçant des enseignants déjà sur place. L'essentiel de l'ajustement, il se produit par les départs en retraite et les postes mis, enfin les recrutements. Et pour atteindre ce type de cible, il faut s'y prendre dès aujourd'hui. Par exemple, un département comme Paris, où si on est juste passif et qu'on laisse la baisse démographique se produire, on se retrouve avec un nombre d'élèves par classe extrêmement faible, beaucoup plus faible que dans des départements qui ont sans doute besoin de taux d'encadrement plus faibles. Si on ne fait rien, si on veut corriger ces inégalités, il faut quand même que le nombre d'enseignants recrutés à Paris baisse beaucoup. Et ça suppose en fait de s'y prendre très longtemps à l'avance parce qu'on ne peut agir sur le stock, le nombre d'enseignants dans chaque département que essentiellement via les flux d'entrants et de sortants. Et pour atteindre cette cible, hein, c'est 10 ans avant qu'il faut s'y prendre. Donc, quel que soit le scénario qui est envisagé, il faut planifier très en amont et se donner finalement des objectifs, une cible de taille de classe. Et on a l'impression que, en tout cas, dans le débat actuel, ça manque cruellement. Il n'y a pas tellement euh, de mise en perspective, en tout cas de plans un peu coordonnés. On a l'impression que tous ces ajustements se font, enfin, que l'éducation nationale navigue un peu à vue sur ces questions et que ça se fait au coup par coup. Et c'est sans doute pas ce qu'il faut faire si on veut essayer de corriger les inégalités entre départements. Voilà, donc pour conclure, très clairement, j'espère vous avoir convaincu que face à la baisse des effectifs, il faut impérativement se doter d'une stratégie très volontariste et qui se donne un temps long, que le maintien des effectifs enseignants, en tout cas une baisse des effectifs moins forte que celle des élèves, est très clairement préférable à la lumière des calculs qu'on peut faire de rapporter les bénéfices sociaux attendus au coût budgétaire, mais qu'elle se suppose de coordonner les choses de façon très en amont si on ne veut pas que cette baisse démographique amplifie les inégalités territoriales. Il y a un certain nombre de points qui n'ont pas du tout été abordés dans l'étude, faute de temps et de données nécessaires, mais je les souligne quand même parce que c'est sans doute des points qu'il faudra explorer à l'avenir. La question d'impact de la baisse démographique sur les dynamiques entre public et privé. On a pu, nous, étudier à Paris que la baisse démographique avait des conséquences assez inquiétantes du point de vue de la ségrégation sociale, avec une baisse démographique entièrement supportée par les écoles publiques, alors que les écoles privées ne voient pas du tout leurs effectifs diminuer, ce qui se traduit par une part de l'enseignement privé qui augmente de façon très rapide à Paris, par exemple, où on s'attend, si rien n'est fait, en 2034, à ce que plus de la moitié, par exemple, des collégiens à Paris soient dans le privé, contre 37% aujourd'hui. Il y a des enjeux spécifiques aux territoires ruraux qu'on a pas particulièrement creusés dans l'étude. Évidemment, là se pose la question du maillage territorial, du maintien d'écoles ou pas, étant donné les effectifs très faibles qu'elles vont avoir dans les 10 prochaines années.
Et puis, évidemment, à étendre l'analyse au second degré. Là, on s'est uniquement concentré sur le premier degré où la baisse est bien amorcée, mais elle commence maintenant dans le second degré. Les mêmes questions vont se poser. Et puis, au-delà de la question de la taille des classes, évidemment, il faut s'interroger sur l'utilisation qui pourrait être faite des ressources qui sont libérées par la baisse démographique. Là, dans le scénario 2 qu'on décrivait, c'est toutes les économies finalement réalisées sont totalement réinvesties dans la baisse de la taille des classes, mais on voit qu'il y a d'autres pistes aussi envisageables. Ça, c'est une piste qui nous semble très intéressante. Il y a la question du renforcement de l'attractivité du métier d'enseignant, la question de la revalorisation salariale notamment, et puis la question d'investir dans des dispositifs éducatifs qui ont fait leurs preuves. Et pour ça, je vous renvoie à une note qu'on a publiée récemment au Conseil d'analyse économique, qui essaie de mobiliser cet indicateur que j'ai décrit précédemment, l'indicateur qui essaie de rapporter les bénéfices attendus au coût net d'une politique publique pour comparer l'efficacité de différents types de dispositifs, taille des classes, redoublement, le tutorat, la formation continue des enseignants, le numérique éducatif, pour essayer d'informer un peu la décision publique en la matière, puisque aujourd'hui, on dispose quand même de beaucoup d'études qui permettent de se faire une idée un peu plus précise de ce qu'on peut attendre légitimement de ces différents types d'interventions. Voilà, j'en ai fini. J'ai mis un certain nombre de références à la fin qui renvoient aux études citées et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Julien, pour ton intervention qui était très... J'allais dire même passionnante, parce que du coup, il y a beaucoup de choses. On a des questions qui arrivent, donc je me permets de t'en faire part tout de suite. Alors, il y a une première question de Marie qui demande si vous avez eu un retour du ministère sur votre étude. Alors, je pense que, en tout cas sur une étude, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs études à votre actif, il y a plusieurs études et que voilà. Est-ce qu'il y a des retours du ministère sur Alors, pour être bien précis, sur cette étude-ci, donc sur la baisse démographique, donc ce que j'ai présenté aujourd'hui, on a présenté l'étude avant de la présenter le 30 juin, on l'a présentée au service statistique de l'éducation nationale en détail. Et donc là, on a un retour très clair sur, voilà, puisqu'on a, on a pu bénéficier de l'accès à ces données pour faire cette étude et on a pu faire une restitution. Après, on a été reçu à Matignon pour présenter les conclusions de l'étude, mais du temps de Michel Barnier, donc par les conseillers éducation de Michel Barnier, qui avait l'air très intéressé quand même par l'étude. Et je crois que le message général, c'était de dire que oui, il était impératif de se doter, enfin de planifier les choses, quoi, qui est un peu une coordination, un peu. On a un conseil d'orientation des retraites qui essaie de faire des projections à long terme. C'est vraiment la même idée ici, c'est que cette baisse démographique, on en a pour des décennies, en fait. Et si on n'essaie pas de planifier les choses, en fait, il va se produire ce qui se produit aujourd'hui, c'est-à-dire ça va être au coup par coup, avec des arguments très court-termistes. Évidemment, la tentation étant forte d'aller piocher dans le budget de l'éducation nationale pour faire des économies. Donc, c'est pas forcément ce qui est le plus utile pour la nation. Et donc là, il y a eu vraiment une écoute quand même très claire. On a pu présenter l'étude. Après, à l'éducation nationale même, on n'a pas eu l'occasion de présenter au ministère, en tout cas directement, l'étude. Il y a eu beaucoup de mouvements de ce côté-là. Simplement, moi, j'ai pu présenter, disons, un petit résumé à l'occasion d'un séminaire qui a été organisé à Bercy, séminaire éducation, où était présent le ministre actuel, mais qui n'est pas resté très longtemps. Donc, j'ai présenté 2 minutes de ma présentation sur les 20, à peu près. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on va y revenir au ministère parce que je vois d'autres questions arriver qui le citent. Mais j'ai Jules et Céline qui posent des questions, qui vous posent la question par rapport au chiffre de 9 euros gagnés pour 1 euro investi dans l'éducation. Tout le monde, même mieux diplômé, aura-t-il forcément un métier correspondant à son niveau d'études? Est-ce qu'on est certain que tout le monde va gagner plus d'argent si tout le monde a plus de diplômes et donc payer plus d'impôts? Voilà. Donc les questions se rejoignent. Alors je les ai posées un peu comme ça, mais Oui, c'est une question très juste. C'est la question. Alors nous, on appelle ça les effets d'équilibre général, c'est-à-dire
Évidemment, au niveau individuel, on peut avoir des bénéfices qui ne sont pas forcément ceux. Si tout le monde bénéficie de la politique, il y a l'effet de bah, tout le monde est plus diplômé, parce que est-ce que finalement ça ne réduit pas les bénéfices? C'est une question tout à fait légitime. Alors, on a quand même plus d'études qu'avant sur ces questions. Et d'une manière générale, ce qui ressort de ces études, c'est que au niveau macro, se conservent au moins les 2 tiers des bénéfices individuels qu'on peut espérer et qu'on peut mesurer sur des petites politiques qui vont toucher une ou deux personnes. Donc, les effets d'équipe générale en matière d'acquis scolaire et de leur rendement sur le marché du travail sont quand même très largement conservés. Euh, et je veux souligner aussi une autre chose, c'est que le calcul qu'on a fait, il est quand même assez conservateur. C'est-à-dire qu'on a pris à chaque fois dans les paramètres dont on dispose, les paramètres les plus prudents. D'abord, on ne prend en compte que les bénéfices monétaires des salaires plus élevés futurs qu'on peut essayer de prédire avec les études disponibles. On ne prend pas en compte d'autres bénéfices qui sont tout aussi tangibles, que ce soit sur la santé, les comportements Oui. civiques, qui ne sont pas toujours faciles à monétiser, mais c'est aussi des bénéfices. Et puis il y a aussi un bénéfice social qui a une valeur économique, c'est le bien-être des enseignants, les conditions d'apprentissage. On sait que les taux d'encadrement, ça fait partie des dimensions du métier qui sont très fortement valorisées par les enseignants, d'avoir des classes moins chargées. Et ça, étant donné le nombre d'enseignants en France, c'est quelque chose qui a une valeur aussi économique, c'est-à-dire il peut se transcrire, je suis prêt à payer combien, par exemple, je serais prêt à gagner, voilà, si on vous montez ma taille des classes de 5, il faudra me payer de temps pour que j'accepte. Vous voyez, c'est un peu ça Mm. manière dont on apprécie la valeur de ces dimensions. Donc, on est relativement conservateur là-dessus. Et puis, sur les rendements de l'éducation, là, les rendements de ces effets de la taille des classes, pareil, on a pris quand même les estimations plutôt basses dont on dispose. Donc, là-dessus, alors, je dis pas que il faut prendre ça comme, voilà, c'est un ordre de grandeur. Mais à minima, ça invite à s'interroger. C'est-à-dire que faire l'économie de ce calcul, de cette façon de voir les choses, ça conduit à faire, voilà, à dire, à privilégier l'économie budgétaire à court terme sans du tout te poser la question en disant tout ça, ça n'a pas de conséquences. Si, ça peut avoir des lourdes conséquences à long terme. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. C'est vrai que ça peut paraître un peu effectivement compliqué parce qu'on n'a pas tous les éléments au départ, mais c'est très très clair et merci beaucoup pour ces compléments. On a Élise et Hugo, alors qui vous remercie pour la présentation de ce soir et qui du coup demandent pourquoi les politiques publiques ne vont pas dans ce sens. Est-ce que les hommes et les femmes politiques en fait veulent maintenir une sorte d'école au rabais? Pas pour tous les politiques, mais en tout cas on dira pour ceux qui aujourd'hui sont peut-être aux commandes. Et est-ce qu'on peut dire du coup que les politiques éducatives actuelles manquent de vision à long terme? Bah, je pense que oui, enfin, c'est à la lumière de la succession de réformes à un rythme effréné de ces dernières années, on se dit qu'effectivement, on manque un tout petit peu de recul, que souvent les choix ne sont pas très informés par l'État, des connaissances sur un certain nombre de politiques. Si je pense par exemple aux groupes de besoins, classe de niveau, groupes de besoins qui ont été mis en place d'une façon directement au niveau, on a essayé de généraliser tout de suite à l'ensemble des sixièmes par exemple, sans même expérimenter la politique pour juste se dire bah, finalement quelles modalités de regroupement seraient les plus efficaces, si efficaces elles sont, parce qu'on ne sait pas du tout à la lumière de la littérature si ça a des effets bénéfiques ou plutôt des effets d'amplification des inégalités. Donc, je n'ai pas l'impression, moi, que la politique éducative était très informée, ni se soit inscrite dans une durée longue. C'est un peu dommage parce qu'effectivement, quand on fait dans la note pour le Conseil d'analyse économique qu'on a pu faire, si on compare le rendement justement de la dépense éducative, il est en moyenne beaucoup plus élevé que d'autres politiques publiques, fiscales, sociales, qui vont cibler plutôt des adultes. Parce que c'est un investissement qui, d'une certaine manière, s'amortit sur le très long terme. Et la dépense éducative, c'est quand même un des usages les plus efficaces des deniers publics. Simplement, ça ne correspond pas forcément au temps de la décision politique. Et en période de restriction budgétaire, effectivement, on voit bien l'argument de la baisse démographique, il va être plutôt exploité pour justifier une réduction du budget de l'éducation nationale, euh, qui est quand même un gros budget. Donc on se dit, bon, bah là, il y a un gisement d'économie, mais on essaye d'alerter par le Conseil d'analyse économique, par cette étude aussi, sur les risques de long terme, alors que
dont ne seront pas forcément comptables les personnes qui vont prendre cette décision. Enfin, il faut au moins le mettre sur la table. Oui. Merci beaucoup pour cette réponse, du coup, cette réponse tout aussi complète également. On a François qui pose une question très précise. Alors, je vais la lire intégralement. Peut-on estimer que certains choix dans les politiques éducatives représentent des dépenses déraisonnables en regard de leur efficacité? Redoublement, classe dédoublée, 3 petits points. Eh ben alors, c'est exactement, alors c'est une question très précise, mais tout à fait judicieuse, que c'est exactement comme ça qu'on a essayé de poser la question dans la note qu'on a publiée au Conseil d'analyse économique, donc qui s'appelait euh, Améliorer la dépense éducative. Donc, on essaye de comparer justement ces différents dispositifs, redoublement, taille des classes, du point de vue de cet indicateur d'efficacité de la dépense publique que j'ai décrit, c'est-à-dire vraiment les bénéfices rapportés au coût. Et si on veut prendre un cas un peu justement caricatural, bah, c'est celui du redoublement. Alors, on dispose aujourd'hui de beaucoup d'études sur les effets de long terme du redoublement. Le redoublement, en fait, c'est une politique qui est très chère, très coûteuse par élève. C'est 6 à 10 000 euros par élève, en fonction du degré redoublé, parce que en fait, ça allonge la durée des études d'un an, une année d'études, c'est à peu près ça. Et donc, pour que les bénéfices justifient ces coûts, il faut qu'ils soient quand même assez élevés. Or, ce que nous montre la littérature sur ces questions, c'est que les effets du redoublement, alors, on arrive à montrer des effets bénéfiques à très court terme, mais souvent ils se dissipent rapidement. Et quand on regarde beaucoup à plus long terme, à la fin du lycée, etc., on ne voit plus aucun effet, zéro. C'est-à-dire que l'élève qui a redoublé, celui qui n'a pas redoublé à la marge, dans les pays où on redouble souvent parce qu'on est juste au-dessus d'un seuil, juste en dessous, en fait, n'est pas détectable. Et à l'inverse, il y a aussi des effets négatifs qui ont été mis en avant de décrochage scolaire, d'estime de soi et aussi des effets, par exemple, sur la délinquance qui ont été juvéniles, qui ont été mis en avant, en évidence dans certains pays, et une entrée retardée sur le marché du travail, parce qu'on arrive avec un an de retard. Tout ça mis bout à bout, en fait, on arrive avec un indice, ce fameux indice que j'ai décrit, pour le redoublement nul ou négatif. Donc là, on est vraiment sur l'exemple d'une politique dont la rentabilité est très douteuse. La taille des classes, c'est un des dispositifs qui a un indice très positif. Il y en a un autre que je peux citer, c'est le tutorat. Les dispositifs de tutorat en petits groupes de 3 élèves par tuteur dans le premier degré, euh, sur temps scolaire, eh bien, on a une littérature assez importante avec des expérimentations qui ont été randomisées, c'est-à-dire on a vraiment tiré au sort les élèves qui allaient bénéficier ou pas de ces dispositifs, on a mesuré les effets, sont extrêmement forts. Ça fait partie des dispositifs les plus efficaces. Et donc, ça permet voilà, quand on regarde un peu le panorama de ce qui existe, d'arbitrer un peu les choses. Le numérique éducatif, par exemple, il y a beaucoup d'incertitudes, mais bon, ça marche plutôt mieux en maths que, par exemple, pour l'apprentissage de la langue. Voilà, on a certains éléments là-dessus. Euh, et c'est un mode de raisonnement dont on a l'impression qui est assez peu répandu dans la décision politique éducative, quoi. C'est pas du tout comme ça qu'on réfléchit. Euh, et vu les masses budgétaires en jeu, il paraît quand même difficile de s'abstraire de ce type de raisonnement si on veut faire des choix qui sont un peu voilà, éclairés, quoi. Donc c'est une question tout à fait voilà, judicieuse. Merci beaucoup. J'ai encore une question dans ma petite liste de questions, Julien, pour vous. Que penser des disparités géographiques intradépartementales? Ne risque-t-on pas, alors je sais pas, du coup je vois intra, mais est-ce que c'était pas plutôt inter? Bon, je vous laisserai juger. Oui. Ne risque-t-on pas de créer des déserts scolaires, notamment dans les départements très ruraux? Alors, je pense que oui, alors il y a l'inter et l'intra. Donc, nous, on a vraiment parlé de l'inter dans la note. On n'est pas descendu au niveau de l'intra. De l'inter, on voit qu'il y a déjà des grosses disparités et que voilà, on risque d'amplifier certaines disparités entre les territoires qui vont perdre beaucoup d'élèves et ceux qui ne vont pas beaucoup en perdre si on se contente de maintenir les effectifs enseignants. C'est-à-dire que finalement, quelle que soit la stratégie adoptée, qu'on soit d'une stratégie de dire on va faire le maximum d'économies budgétaires possible, ou une stratégie au contraire de dire non, on maintient les effectifs enseignants pour faire baisser la taille des classes, il va falloir se poser la question. Dans tous les cas, il va falloir penser à la réallocation. Parce qu'on ne peut pas juste maintenir les effectifs enseignants là où ils sont si à un endroit on perd 5% d'élèves et d'autres 40%. Ça n'a pas de sens.
Donc, ces disparités-là, nous, on a vraiment essayé d'illustrer ça et comment on peut essayer de les corriger. Et ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il faut s'y prendre très en amont pour les corriger parce qu'on ne va pas déplacer des enseignants en poste. Ce n'est pas possible. Alors, bien sûr, il y a des mobilités voulues, donc ça, c'est très bien quand elles coïncident avec ce qu'on souhaite, mais c'est surtout via les recrutements que ça va se produire. Sur l'intra, là, on n'a pas, voilà, on a fait une première étude, mais dans l'intra, il y a effectivement des questions de ruralité qui se posent, la question des fermetures d'écoles. Nous, on a pris un scénario assez prudent, on n'enferme pas des écoles, mais ce n'est pas viable. C'est très clair qu'il y a des endroits où il va y avoir des fermetures d'écoles, parce que ce n'est juste pas viable d'avoir un élève. En plus, ça a des coûts élevés. Maintenir une école pour juste 3 élèves, 4 élèves, ça veut dire des coûts de chauffage, de transport qui sont, enfin, surtout des coûts fixes qui sont élevés. Et donc, ça va supposer quand même des regroupements et, dont on ne peut pas faire l'économie. Vu l'ampleur des baisses projetées, 25% d'élèves en moins, c'est difficile d'imaginer qu'il va pas y avoir une restructuration de l'offre scolaire. Et donc, la question, c'est, ça ouvre des questions sur c'est quoi le maillage territorial souhaitable pour pas qu'il y ait un éloignement trop grand des élèves par rapport au service public de l'éducation nationale. Et puis, la question du transport scolaire, qui va être évidemment encore plus importante. Mais ça, on l'a laissé quand même en dehors de l'étude pour l'instant. On a un niveau intermédiaire. Voilà, on n'est pas descendu jusqu'à ce niveau micro, mais c'est une question absolument centrale. Et voilà, on espère qu'il y aura d'autres travaux sur cette question. Eh bien, merci beaucoup. Nous avons épuisé cette liste de questions. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Virginie, dans la salle, je vais te repasser la parole. Vraiment, merci beaucoup. C'était très complet. C'est très complexe, mais très complet. Et je repasse la parole à Virginie. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Donc, on va poursuivre cette discussion maintenant en voyant vraiment les conséquences un peu concrètes de cette présentation. Du coup, on va poursuivre sur concrètement, du coup, où est passé l'argent, quoi, et où va passer l'argent. Les choix politiques qui sont faits impactent l'école par plusieurs biais. Alors, on va du coup expliquer en premier lieu le fonctionnement de la carte scolaire pour que tout le monde voit bien de quoi on parle. Là, on a parlé de choix budgétaires avec Julien, mais la conséquence directe de ces choix-là, c'est la carte scolaire, comme le disait Sandrine dans son introduction. Puis on va voir que créer des postes, oui, c'est possible. Ça a déjà été fait, même en période de baisse démographique. Et comment, du coup, derrière, améliorer l'école et en faire une question centrale dans notre profession de débat. Alors, en ce moment, on vote le budget de l'État. Normalement, il est voté avant la fin de l'année civile précédente. Il est voté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce budget, le projet de loi de finances, détermine à la fois les postes par ministère et la dépense salariale. Et donc, du coup, c'est dans le budget de l'État aussi que on parle de rémunération des fonctionnaires. Donc, suite à ce vote-là, les postes sont connus, le nombre de postes par ministère étant du coup connu. On a derrière une séquence d'instances qui en découlent pour répartir ces postes-là. La première se déroule normalement en décembre. C'est le comité social d'administration ministériel qui répartit la totalité des postes alloués à notre ministère entre les académies. Une fois que cela est fait, en janvier se tiennent les CSA, donc la même instance, mais à l'échelon académique, qui va prendre connaissance du coup de la répartition qui a été faite et du nombre de postes qui lui est alloué, et va, elle, le répartir entre les différents départements qui la concernent. Puis, dernier échelon, l'échelon départemental, normalement en février, à peu près, janvier-février, qui répartit les postes en fonction de ce qu'il a reçu au niveau académique
au sein du département, et c'est là que sont donc du coup décidées, entre autres, les ouvertures de classes, les fermetures de classes, mais aussi les postes de remplaçants, les postes liés à l'inclusion, etc. Cette année est un peu spéciale puisque du coup nous fonctionnons en loi spéciale. La loi spéciale, je le rappelle, ce n'est pas un budget. Sandrine l'a dit dans son introduction. Le vote du budget est à nouveau à l'étude en ce moment à l'Assemblée nationale et il devrait avoir lieu assez vite. Pour autant, une rentrée, ça se prépare. Et ça se prépare pas au dernier moment. Donc, le CSA ministériel qui normalement se tient en décembre, c'est toujours pas tenu là pour l'instant, il se tiendra mardi prochain pour répartir les postes entre les académies. Vous allez me dire sur quelle base, puisqu'il n'y a pas de budget. Il devrait se baser comme l'année dernière, puisqu'on est dans la même situation que l'année dernière, sur la proposition initiale du ministère dans le projet de budget initial qui a été recalé. On va fonctionner comme ça, du coup, pour répartir les postes après au niveau académique et départemental. Quand le budget sera enfin voté, on verra du coup combien de postes sont alloués au ministère de l'Éducation nationale de manière définitive et on pourra du coup avoir des mesures qui corrigent ce qui aura été décidé en fonctionnant en loi spéciale. Cette année aussi, on est dans une situation particulière puisque se tiennent les élections municipales au mois de mars. Les mairies étant très impliquées au niveau des écoles et de la vie des écoles, le ministère a demandé, comme tous les 6 ans à chaque fois qu'il y a des élections municipales, que les instances de carte scolaire soient du coup décalées après les élections municipales pour pas que ça en devienne un enjeu électoral. On aura du coup des conséquences directes sur ce calendrier-là, puisque carte scolaire plus tardive, ça veut dire un mouvement des personnels beaucoup plus tardif aussi, puisque le mouvement des personnels ne peut pas commencer tant que la carte scolaire n'est pas terminée et tant qu'on ne sait pas officiellement où sont implantés les postes, ce qui paraît logique. Il faut avoir en tête que ces instances de carte scolaire à tous les échelons, ministériels à départemental, sont pas des instances techniques. Ce sont des instances extrêmement politiques, puisqu'ils déterminent tout ce qu'a présenté Julien Grenet dans sa présentation, les conditions de travail des enseignants, les conditions d'apprentissage des élèves, il répartit des emplois, et ça, c'est pas anodin. Les élus en CSA, les élus FSU, parmi lesquels les élus de la FSU SNIPP ont un rôle très important à jouer, c'est celui de porter une équité de traitement entre les écoles au niveau départemental, mais aussi d'essayer d'obtenir le plus de moyens possible. C'est quelque chose que nous portons à chaque instance. Et nous portons aussi la voix des écoles pour défendre des situations de fermeture quand on le peut et pour défendre aussi un projet qui soit cohérent avec les besoins du territoire. Au niveau départemental, il y a des marges de manœuvre puisque c'est le DAZEN, il a un nombre de postes. Et il décide, il fait une proposition en tout cas pour l'instance de répartition de ce nombre de postes-là entre des postes classes, des postes de remplaçants, des postes de formateurs, des postes des chartes de direction. Il y a pas mal de marge de manœuvre et on verra sur la diapo d'après que il y a une incidence très forte sur les choix que font certains DAZEN. Oh. Excusez-moi. Sur cette diapo-là, on voit du coup que oui, la carte scolaire, c'est une question de priorité et que créer des postes, même en période de baisse démographique, c'est tout à fait possible. La baisse démographique, si on prend les chiffres depuis
la mise en place de cette majorité-là, c'est-à-dire depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, la première rentrée 2018, vous avez en bleu les histogrammes pour chaque rentrée de la baisse du nombre d'élèves. On voit qu'elle est constante, elle est plus ou moins forte en fonction des années, mais en tout cas, elle est constante. Et en rouge, en très plein, vous voyez la dotation des postes. Donc, vous voyez que jusqu'en 2023, malgré une baisse démographique qui était déjà à l'œuvre, on avait des créations de postes. Donc, créer des postes, même en période de baisse démographique, c'est possible, c'est un choix politique. C'est vraiment un choix de société qui doit toutes et tous nous interpeller, puisque ça a été fait par le passé. Et quand on réclame à nouveau des créations de postes à la FSU, SNI, IPP, même en période de baisse démographique, on n'est pas hors sol en fait, puisque c'était le cas il y a encore 3 ans. En tiré, vous avez en parallèle le nombre de fermetures de classes, la variation du nombre de classes qui a été observée chaque année. On voit donc que les créations ou suppressions depuis 2023 de postes sont bien inférieures au nombre de fermetures de classes. C'est quelque chose que on l'observe puisque encore l'année dernière, on était à presque 3000 fermetures de classes, alors que le nombre de suppressions de postes était à moins 470. Comment expliquer cet écart? Ben justement par les choix opérés et les priorités données par les ministères sur l'attribution des postes. C'est ce qu'on appelle les priorités ministérielles c'est par exemple les dédoublements de classes en éducation prioritaire ont été pendant longtemps une priorité ministérielle. Quand elles ont été terminées, ça a été la limitation à 24 des classes de grande section CP et CE1 hors éducation prioritaire. Mais quand on voit le nombre de fermetures de classes aujourd'hui, ce qu'on a pu observer dans les retours des cartes scolaires finalisées, ça a été le nombre de postes alloués au suivi des politiques éducatives mises en œuvre. Et là, on parle de postes notamment de conseillers pédagogiques départementaux et de tout ce qui concerne la mise en place des plans maths, des plans français, des suivis des dédoublements, etc. Donc on voit bien que des choix sont opérés qui ne sont pas ceux de baisser la taille des classes dans notre pays, alors que, on le rappelle, les classes sont parmi les plus chargées de l'OCDE. Donc il y a des batailles à mener. C'est bien pour ça que la FSU, SNI, IPP et la FSU mobilisent dès le mois d'octobre les personnels sur les questions budgétaires. C'est parce que c'est une bataille sur le long cours qui nécessite une intervention et une pression systématique à tous les niveaux. Au niveau des parlementaires au moment de l'étude du budget en octobre, comme au niveau de l'établissement des cartes scolaires dans les départements qui mobilisent les personnels également. Mais du coup, comment changer l'école? Voilà. Améliorer l'école, ça va pour la FSU SNI IPP au-delà de la simple question de la réduction des tailles de classe. C'est un élément, et très bien dit par Julien Grenet, mais ce n'est pas le seul. Donc, ce que nous vous proposons aujourd'hui, dès à présent, avec la FSU SNI IPP, c'est de mettre en débat nos revendications et ce que nous sommes prêts et prêtes à faire pour gagner. Parce qu'améliorer l'école, c'est aussi améliorer les conditions de travail, c'est améliorer la direction et le fonctionnement de l'école. Vous savez que la FSU, SNI IPP milite ardemment pour le retour d'une aide à la direction d'école qui soit pérenne et statutaire. C'est la médecine de prévention, ce sont les salaires, la carrière, les postes, l'école inclusive, et cette liste n'est absolument pas exhaustive. Tous ces sujets méritent vraiment que les collègues dans les écoles
débattre de ça et se dire, bon, si on devait avoir une école idéale et si on devait déjà améliorer celle-là, celle que nous avons, quelles seraient nos priorités et qu'est-ce que nous porterons? Et c'est tout cela que nous vous proposons de mettre en débat aujourd'hui dans vos écoles, dans les départements, pour porter ces revendications et mener à bien les actions qui nous permettent de les gagner. Je vous remercie vraiment pour votre présence ce soir. Nolwenn, est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, pas de questions qui remontent sur cette présentation. C'était très fluide, très clair, ou tout le monde est très fatigué. Non, c'était très clair, Virginie. Je ne vois pas de questions arriver. Maintenant, si si sur la salle visio des questions arriveraient, il est toujours temps de les poser dans l'onglet questions-réponses. Voilà. Je vois des remerciements passer, Virginie, dans le chat. Mais pas encore de questions. Non, simplement que des remerciements. Et je pense qu'on peut vous retourner et vous remercier à vous tous et toutes d'être présentes ce soir pour ce webinaire. Ouais. Très intéressant. Merci beaucoup pour cette présentation. Bon. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence et de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous ce soir à une heure tardive. Je rappelle juste que la FSUS NIPP ne fonctionne que grâce à ses adhésions et ses adhérents et adhérentes. Et donc, si vous nous avez suivis ce soir à cette heure tardive pour un sujet pas facile, c'est que vous reconnaissez aussi l'apport que peut avoir notre organisation syndicale dans la réflexion de la transformation de l'école. Et donc, il suffit juste de passer le pas, d'adhérer si ce n'est pas encore fait, pour nous permettre de continuer à travailler en ce sens. Je pense que quelqu'un dans la salle à côté de la mienne va vous mettre le lien dans le chat pour pouvoir, si c'est pas encore fait, pouvoir cliquer et prendre votre adhésion pour cette année scolaire qui est loin d'être terminée. Je viens de vous mettre de copier le lien dans le chat si l'adhésion n'était pas encore faite. Faut pas douter. En tout cas, merci à tous et toutes. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour ce soir. Merci pour tout encore. Et syndiquez-vous. Merci beaucoup, Julien. Bonne soirée. Donc, je vous transmettrai mes diapos si jamais, voilà. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous.